Bonjour à toutes et tous, c'est Margot pour Courir Mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série consacrée aux femmes en endurance. Dans cet épisode, nous allons revenir sur une idée répandue, celle selon laquelle les femmes utiliseraient davantage les lipides que les hommes à l'effort, et sur ce que cela implique ou pourrait impliquer pour la performance et la nutrition. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Hervé Dubouchot, professeur des universités en sciences du sport et spécialiste du métabolisme énergétique. Hervé a également été mon co-directeur de thèse pendant mes 3 années de doctorat et c'est pour moi un immense plaisir de pouvoir l'accueillir sur ce média. Mais avant de commencer, je souhaite remercier le partenaire de cette série, Coro. Coro, c'est une épicerie en ligne qui m'accompagne au quotidien dans mon alimentation. En tant que végane, j'y trouve de nombreux aliments qui m'aident à construire une alimentation équilibrée, variée et adaptée à mes besoins. Et parmi les produits que j'apprécie particulièrement, il y a leur purée d'oléagineux comme celle-ci qui est composée de noix de cajou, d'amandes, de noisettes et de noix. J'utilise ces purées quotidiennement pour m'aider à couvrir mes apports lipidiques journaliers. Et un autre avantage, c'est qu'elles sont riches en protéines et en fibres. Si vous souhaitez passer commande chez Coro, vous pouvez utiliser le code CM5 pour bénéficier de 5% de réduction sur votre panier. Je vous propose maintenant d'écouter notre échange autour de l'utilisation des lipides à l'effort et des différences potentielles entre femmes et hommes sur cette filière énergétique. Bonjour Hervé, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur cet épisode de Courir Mieux. Pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Eh bien oui, bonjour Margot, et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Hervé Dubouchot, je suis professeur de physiologie à l'UFR STAPS de Grenoble et actuellement aussi directeur adjoint d'unité INSERM qui s'appelle le laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée où on regarde différents aspects du métabolisme sur les fonctions des cellules essentiellement, mais aussi jusqu'aux organes dans un contexte de situation normale jusqu'aux situations pathologiques. Et je m'intéresse plus particulièrement à la plasticité musculaire et aux relations entre ce mécanisme et le métabolisme dans différentes situations qui vont de l'exercice jusqu'à des situations qui sont des modèles de pathologie. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'avant de rentrer un peu dans le sujet des différences hommes-femmes sur les filières énergétiques, est-ce qu'on pourrait faire un point sur, par exemple, c'est quoi les substrats énergétiques et quelles filières on peut utiliser ? Alors, les substrats énergétiques, on entend par ce terme toutes les molécules qui vont apporter de l'énergie à l'organisme lorsqu'elles vont être dégradées en suivant une chaîne qui va de l'ingestion, donc le repas que tu prends, jusqu'à leur dégradation complète. Et en fonction de ce qu'on appelle la filière énergétique, l'outil utilisé pour les dégrader, eh bien, on va avoir des déchets qui vont être un peu différents. Pour parler, par exemple, de certains substrats énergétiques courants, on a essentiellement les glucides et les lipides en situation d'utilisation normale. On pourrait aussi citer les protéines, mais les protéines, on ne les utilise que dans des situations très particulières où on peut avoir un problème justement d'apport des autres substrats ou de disponibilité des autres substrats. Et du coup, à l'effort, on a tendance à utiliser davantage les glucides et les lipides. Alors, à l'effort, on va utiliser ce qu'on peut appeler, pour utiliser un terme qui est peu à la mode, un mixte énergétique, qui est un mélange de glucides et de lipides dans des proportions variables qui vont dépendre, ces proportions, de l'intensité d'effort que l'on réalise. Tu as tout à fait raison. Et pour prendre un exemple très caricatural, si je réalise un effort essentiellement d'endurance à faible intensité, on a plutôt la tendance à utiliser, en fonction du niveau de compétence et d'entraînement de la personne, plutôt une forte proportion de lipides et une plus faible proportion de glucides. À l'inverse, un effort très intense qui va nécessiter une intensité élevée de travail va nécessiter, lui, plutôt l'utilisation des glucides comme substrat énergétique et très peu, voire pas du tout de lipides. Si maintenant on peut essayer de rentrer un peu dans le détail de comment ça se passe, l'utilisation des lipides, j'ai l'impression qu'il y a quand même des termes qui sont souvent un peu mixés, utilisés les uns pour les autres. C'est la lipolyse, la fat-oxydation et la bêta-oxydation. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on utilise les lipides, donc peut-être stockés, circulants, et comment ça marche ? Alors, ce qu'on appellera la lipolyse, ça va plutôt être l'étape qui concerne la dégradation des réserves de lipides, notamment à partir des tissus adipeux ou des réserves stockées dans les tissus, comme par exemple le tissu musculaire. En effet, il faut savoir que dans les muscles,
il y a des lipides stockés sous forme de ce qu'on appelle des gouttelettes lipidiques. En anglais, ce sera les intramyocellular lipids, les IMCL, pour ceux qui voudraient éventuellement chercher dans la littérature à quoi ça correspond. Et cette lipolyse, c'est donc la mobilisation de ces réserves pour relibérer les acides gras qui sont à l'origine stockés sous forme de triglycérides principalement. Ça, c'est pour la lipolyse. La fat oxidation, ou l'oxydation des lipides, correspond donc à l'utilisation des lipides jusqu'à leur dégradation complète pour donner deux déchets qui sont le CO2 d'un côté et de l'eau métabolique de l'autre côté. Les lipides, ce sont des molécules essentiellement composées de carbone, d'hydrogène et une toute petite partie d'oxygène. Donc, la plupart des composants, des atomes composant les lipides, ce sont du carbone et de l'hydrogène qu'on va donc dégrader, découper et pour en produire du CO2 et de l'eau. Et en faisant cette dégradation-là, eh bien, on va retirer l'énergie contenue entre les différents atomes qui sont reliés entre eux. Et cette dégradation-là s'appellera la bêta-oxydation, qui constitue donc l'étape où on va découper un acide gras qui est une molécule assez longue, à plusieurs carbones. Ça peut aller de 15 à 20, 22 carbones. On va découper cet acide gras en morceaux plus petits, à 2 carbones, qu'on va combiner avec une molécule, un intermédiaire métabolique, pour rentrer un peu dans le détail, qui s'appelle le coenzyme A, qui est une molécule qui va pouvoir ensuite servir un petit peu, je dirais, de véhicule pour permettre à ces acides gras découpés de rentrer dans la partie de la cellule qui va pouvoir les utiliser complètement pour produire l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et est-ce que ces transformations des lipides, c'est des choses qui sont coûteuses pour l'organisme ou c'est vraiment des choses faciles? Classiquement, quand on regarde dans les livres de physiologie ou qui traitent un petit peu de l'énergétique musculaire, on voit effectivement que l'utilisation des lipides est un petit peu défavorable quand on met en balance la quantité d'oxygène nécessaire. Dit autrement, ça veut dire que pour dégrader 1 gramme de lipides, on va avoir besoin de plus d'oxygène que pour dégrader 1 gramme de glucides. Donc c'est un petit peu plus coûteux en oxygène et également ça va aussi être plus coûteux. Les mécanismes qui permettent de dégrader ces acides gras via l'étape de lipolyse enchaînée avec la bêta-oxydation jusqu'à l'oxydation complète par les voies métaboliques cellulaires, c'est beaucoup plus compliqué que la dégradation des glucides, par exemple. Donc, on pourrait déjà se dire qu'en fait, ces oxydations des lipides, c'est des choses qui vont se mettre en place parce que c'est des choses qui sont stockées, mais que si on peut amener, par exemple, des glucides exogènes, l'organisme pourrait faciliter cette utilisation des glucides au profit des lipides, mais toujours si on contrebalance avec l'intensité de l'exercice. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore complètement élucidé, c'est comment on va gérer ce mélange, ces proportions différentes de glucides et de lipides pendant un effort, par exemple. Et il est clair que si je veux apporter des glucides pendant un effort, eh bien, ça va avoir tendance à privilégier cette utilisation-là et à donc beaucoup moins utiliser les lipides pendant l'exercice. Alors, c'est une problématique réelle puisque dans les efforts d'endurance qui vont durer donc pour certaines maintenant disciplines comme le trail, plusieurs dizaines d'heures pour certains, il y a une vraie problématique de disponibilité en substrat énergétique, en glucides et en lipides. Alors, on a coutume de dire que les lipides, il n'y a jamais de problème d'approvisionnement puisque, c'est un calcul grossier, mais on considère que si on était capable de dégrader tous les lipides que quelqu'un a en stock dans son organisme, y compris quelqu'un qui aurait une composition corporelle avec une très faible masse grasse, on aurait théoriquement de quoi fonctionner pendant plusieurs heures rien qu'avec les réserves lipidiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas utiliser ces réserves lipidiques complètement et donc on va devoir utiliser les glucides. Et dès lors que les glucides deviennent disponibles, si j'en apporte pendant mon effort, eh bien, ils vont être plus privilégiés, leur utilisation va être privilégiée par rapport à celle des lipides. Donc, il y a vraiment une balance de l'un par rapport à l'autre. Leur niveau d'utilisation ne dépend pas uniquement de l'intensité d'effort, mais va dépendre aussi de leur disponibilité. Donc, si j'arrive à en apporter au fur et à mesure de mes besoins pendant l'effort, il est fort probable que j'utiliserai beaucoup moins les lipides. Si je reviens un petit peu sur la partie des différences hommes-femmes sur l'oxydation des lipides, est-ce qu'il y a des études qui ont pu mettre en évidence qu'il y avait une différence plus ou moins marquée en fonction du sexe sur ces mécanismes? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, d'une part,
parce que la composition corporelle des hommes et des femmes est un petit peu différente. Alors, je parle évidemment, quand on regarde la population globale, si on va tout à l'heure parler, si on resserre vers une population d'athlètes, mais si on regarde de manière globale, les femmes ont un pourcentage de masse grasse, en moyenne, dans la population, supérieur à celle des hommes. Donc, ça a amené la question de se dire, est-ce que cette différence de composition corporelle peut aussi avoir des conséquences sur l'utilisation de ces réserves lipidiques, notamment lors d'un effort ou simplement lors du métabolisme basal classique. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que on a aussi compris depuis un petit moment que l'utilisation des lipides et des autres substrats énergétiques, mais notamment des lipides, est également dépendant du statut hormonal de la personne. Donc là aussi, je n'apprendrai rien à tout le monde en disant qu'il y a des différences évidemment hormonales entre hommes et femmes, et donc c'est tout naturellement qu'un jour, on s'est posé la question, est-ce que chez les femmes, l'utilisation des substrats énergétiques à l'effort comme au repos est un petit peu différente de celle des hommes? Et effectivement, il y a des travaux assez anciens, et je citerai par exemple ceux de Mark Tarnopolsky dans les années, fin des années 90 et 2000, qui a lui aussi contribué à un petit peu amener des nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Et les premiers travaux ont vraiment montré qu'effectivement, les femmes ont tendance à oxyder davantage les lipides que les garçons. Cet avantage à mieux oxyder les lipides est contrebalancé par en fait une peut-être moins bonne facilité à utiliser les glucides. Donc il y a déjà une première différence à ce niveau-là entre hommes et femmes. Cette différence, elle s'exerce aussi à l'effort. Alors c'est un petit peu particulier, il faut regarder la distance qui est concernée par cet effort-là. La plupart des travaux sont faits en laboratoire et souvent, quand on veut mesurer l'utilisation de ces différents substrats, glucides et lipides, on a des modèles d'exercice qui ne reproduisent pas forcément ce qui se passe en conditions réelles sur plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures d'exercice. Et donc, les travaux montrent que quand on regarde sur une distance qui est aux alentours de 10 km, donc avec une intensité qui correspondrait à cette distance-là, eh bien, les différences sont assez marquées entre les hommes et les femmes concernant l'utilisation des lipides. Si on regarde maintenant des efforts qui vont durer plus longtemps, eh bien, les différences sont moins marquées pour les très longues distances entre hommes et femmes. Ça a tendance un petit peu à s'atténuer avec la distance. Et donc, je pense que c'est lié à l'intensité d'effort qui est pratiquée. Donc, en fait, plus la durée d'effort va augmenter, plus l'intensité devrait diminuer. Et on aurait une utilisation plus homogène entre les sexes, par exemple, des lipides. Surtout quand ce sont forcément des personnes qui se sont entraînées pour tenir sur cette distance-là, et donc ça a tendance peut-être à gommer un petit peu les différences entre hommes et femmes. Après, quand on regarde un petit peu plus près l'état des muscles chez les hommes et chez les femmes, alors il n'y a pas beaucoup d'études, mais malgré tout, on constate que les filles ont aussi plus de stock de lipides intramusculaires, donc les fameux IMCL que je citais tout à l'heure. Il y a également chez elles des travaux qui ont rapporté que les enzymes qui sont responsables de cette filière, la bêta-oxydation, donc le découpage des lipides pour les rendre disponibles pour la production de l'ATP cellulaire nécessaire au travail musculaire, eh bien, ces protéines de la bêta-oxydation sont peut-être un petit peu plus importantes en quantité et en activité chez les femmes par rapport aux hommes. Si on revient un peu sur ces études, peut-être les premières études qui ont été menées sur le sujet, j'ai pu lire notamment dans les études de Tarnopolsky, du coup 2021 et 2008, que les études étaient menées notamment à jeun ou sans apport de glucides. Donc on peut aussi se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un commentaire à faire? Alors évidemment, comme je le disais, pour mesurer l'oxydation des substrats énergétiques, ça se mesure en laboratoire dans des conditions très particulières. Et pour être sûr de mesurer les capacités de l'organisme à utiliser ces substrats énergétiques, il faut qu'on perturbe le moins possible les voies métaboliques. Et donc, elles se font en général ces études à jeun pour forcer l'organisme à utiliser ce qu'il a en réserve, c'est-à-dire ses réserves de glucides
à la fois musculaires et hépatiques sous forme de glycogène, mais également ces réserves lipidiques. Donc, on va éviter, dans ces études-là, d'apporter des nutriments pendant l'effort. Donc, on va éviter de faire ces travaux dans un état nourri, qu'on appelle postprandial, où on pourrait avoir également une entrée de glucides, notamment, dans l'organisme, par l'intermédiaire de la digestion qui se déroulerait à ce moment-là. Donc, effectivement, ce n'est pas une situation qui reflète ce qui peut se passer en conditions réelles de course, par exemple, à pied, où, dans certaines disciplines, on se réalimente de façon régulière tout au long de ces efforts-là. Donc, je ne suis pas sûr que, effectivement, les travaux anciens qui ont été faits et c'est une contrainte expérimentale, principalement, de faire ça sur des personnes à jeun, reflètent exactement ce qui se passe dans la réalité de terrain. Il y a une méta-analyse qui est assez récente de Cano et ses collaborateurs en 2021 qui mettent justement un peu en évidence différentes limites qu'il y a pu avoir sur les études menées par le passé. Donc, comme on vient de dire, par exemple, c'est pas forcément une limite, mais en tout cas, c'est quelque chose à considérer, le fait qu'il n'y ait pas eu de glucides apportés à l'effort. Mais il pouvait également avoir, par exemple, des différences de niveau ou des VO2 max entre les hommes et les femmes qui seraient différentes ou en tout cas pas appareillées. Est-ce que déjà ces différences-là aussi, elles peuvent modifier les résultats? On peut penser que c'est le cas, puisque quand on regarde, quand on compare des hommes et des femmes qui courent à une même intensité relative, on s'aperçoit qu'elles consomment un peu plus d'oxygène que les hommes. Donc, ça veut dire que déjà, là, il y a une différence peut-être d'utilisation des substrats qui est reflétée par cette différence de consommation d'oxygène un petit peu plus importante. Elle pourrait aussi s'expliquer par une économie de course qui est un petit peu différente. Donc, peut-être qu'effectivement, comparer hommes et femmes systématiquement, c'est pas tout à fait faisable parce que déjà, biomécaniquement, morphologiquement, les organismes sont pas tout à fait les mêmes. Il y a aussi le statut hormonal. Alors, en général, les études prennent la précaution de respecter la même phase du cycle quand les sujets femmes sont inclus dans les études. Parce qu'on sait qu'il y a un fort impact, évidemment, des hormones sur l'utilisation des substrats, et en particulier des œstrogènes, qui ont plutôt un effet d'épargne du glycogène et de l'utilisation éventuelle des protéines par rapport aux hommes. Donc, selon la phase du cycle où les taux d'œstrogènes sont plus ou moins importants, eh bien, les résultats vont être aussi peut-être biaisés par cette imprégnation hormonale qu'on n'a pas chez les hommes. Donc, on sait aussi que dans l'autre phase du cycle, où les taux de progestérone sont élevés, eh bien, ça a un effet plutôt catabolique sur les protéines. Et donc, peut-être davantage une capacité chez les femmes à utiliser les protéines comme substrat énergétique. Donc, c'est vrai que les conditions expérimentales dans lesquelles ça a été mesuré mériteraient, pour certaines études, d'être refaites dans des conditions où on a vraiment un contrôle un peu plus strict des apports énergétiques chez les sujets pour pouvoir faire des vraies comparaisons. Donc, c'est-à-dire, par exemple, contrôler, comme tu dis, les phases du cycle chez les femmes et aussi peut-être le niveau initial pour qu'il y ait moins de différences marquées qui puissent venir de ces deux facteurs importants quand même. Oui, alors moi j'ai un vieux souvenir de mon post-doctorat. Alors c'est pas moi qui avais fait l'étude, mais j'étais dans un laboratoire où il y avait une comparaison justement de l'oxydation des acides gras chez les femmes par rapport aux hommes, chez George Brooks, donc à l'Université de Californie à Berkeley. Et je sais que la veille, il a imposé dans le protocole un repas standardisé. Et le matin, pareil, à l'arrivée au laboratoire, il y avait une collation qui était prise systématiquement chez tout le monde pour avoir exactement, en tout cas tenter de se rapprocher au mieux des différences, gommer les différences hommes-femmes et gommer les différences dues à l'état nutritionnel de la personne lorsqu'il faisait les manips. Donc c'est des projets assez lourds parce que il faut anticiper tout cela, il faut mettre en place le suivi des sujets avant l'étude, pendant, donc c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Et un moyen de contrôler ça, ce serait effectivement de standardiser au maximum les apports énergétiques, de donner exactement la même quantité. Alors, après se pose la question, si je veux donner un repas standardisé à mes sujets, hommes ou femmes, il faut que je standardise en fonction de leur poids,
peut-être que j'aurais aussi intérêt à le faire en fonction de leur niveau d'entraînement, que j'aurais intérêt à le faire aussi en fonction de leur morphologie ou de leur corpulence. Il y a plein de questions qui se posent pour que ces résultats se confirment. Alors, je pense que, en dépit des biais méthodologiques qu'on peut trouver dans les travaux anciens qui ont montré les premières différences qu'on vient de citer tout à l'heure, je pense que les différences se confirmeraient. Peut-être que les avancées concerneraient plutôt des valeurs absolues de débit d'utilisation de lipides ou de glucides, mais je pense que les différences resteraient tout de même quantifiables et détectables. Je pense, passer plus sur la partie avec la littérature un peu plus récente, qui vient comparer on cherche en tout cas à outrepasser un peu ces limites qu'on a mis en avant, c'est-à-dire chercher à avoir des athlètes du même niveau et peut-être moins de la population générale, donc avoir des hommes et des femmes qui sont entraînés, et avec aussi cette utilisation des glucides à l'effort. Je me suis noté une étude assez récente qui fait un peu suite aussi à la méta-analyse de Cano. Il y a une étude aussi de Wallis de 2006 qui a cherché justement à induire des glucides à l'effort. Donc là, c'était sur une épreuve, on va dire, de vélo de 2 heures avec une VO2 max qui était à 67% pour tout le monde. Et là, il donnait 90 grammes de glucides par heure aux participants, hommes et femmes. Là, il retrouvait justement une utilisation des glucides qui était similaire entre les sexes. Est-ce que c'est des choses qui maintenant se voient plus, c'est-à-dire que voilà, à l'effort, si on induit des glucides, il se passe des choses différentes? Exactement, puisque comme on l'a dit tout à fait au début de l'échange, quand les distances et donc l'intensité alors, l'intensité diminue parce que la distance à parcourir est plus longue, les différences se gomment. Et si en plus on donne des substrats glucides pendant l'effort, je pense que c'est normal, et moi c'est le résultat que j'aurais attendu, qu'on ait moins de différence entre hommes et femmes concernant l'utilisation respective de ces deux substrats. Parce qu'effectivement, l'organisme, lui, va utiliser ce qu'il a de disponible au moment où il en a besoin. Et dégrader des substrats énergétiques mis en réserve, c'est coûteux en énergie. Les mettre en réserve, c'est également coûteux en énergie. Et avoir un substrat disponible qui arrive comme ça via le tube digestif parce qu'on a pris une collation avant le début de l'épreuve, c'est un substrat qui est disponible plus facilement et qui donc va plus facilement être intégré dans les filières métaboliques. Donc c'est vrai que les expériences qui ont conduit à essayer de voir l'impact des substrats exogènes, qu'on va appeler comme ça, les apports exogènes sur les filières métaboliques, ont tendance à gommer ces effets qui, comme on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, ont tendance à être un petit peu moins visibles sur des intensités moins élevées. Et tu as cité le pourcentage de 67% de VO2 max, qui correspond à un effort sous-maximal qui peut être tenu pendant quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Et donc là, on est vraiment dans ce cas de figure-là où finalement, entre hommes et femmes, les différences vont être relativement minimes en raison de cet apport de glucides qui se fait chez les deux groupes en même temps. Et est-ce qu'il y a des effets de l'entraînement qui sont montrés justement sur ses capacités à utiliser les substrats? C'est-à-dire que plus on s'entraîne, meilleur on va être à utiliser par exemple les glucides ou les lipides chez les hommes. Est-ce qu'il y a des effets là-dessus? Alors c'est vrai que là, je vais citer encore une fois George Brooks et un co-auteur, Jacques Mercier, et je les connais tous les deux puisque l'un était mon directeur de thèse, l'autre mon chef de post-doctorat. Ils ont, eux, fait une petite synthèse de cette relation qu'il y a entre l'intensité d'effort et le pourcentage de glucides et de lipides utilisés à l'effort. C'est ce qu'on appelle la courbe du crossover ou le point de croisement des substrats. Ils ont fait le tour de la littérature et établi ou assis cette relation qui dit que plus l'intensité d'effort est élevée, moins on utilise de lipides et plus on se repose sur l'utilisation des glucides. Donc ça, c'est une courbe assez connue pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la nutrition du sport, qui montre que ces substrats évoluent en sens inverse. Et quand on s'entraîne, eh bien, c'est un petit peu comme si on augmentait notre capacité à utiliser les lipides pour une même intensité relative, et donc au détriment, je le dis comme ça, des glucides, c'est-à-dire plutôt un aspect positif, c'est-à-dire qu'on économise davantage nos glucides
parce qu'on se permet, grâce à l'entraînement, de pouvoir mieux utiliser les lipides. Et donc ça a un intérêt puisque dans les sports d'ultra-endurance, la disponibilité en réserve glucidique est un vrai sujet. Et si j'arrive à économiser mes réserves en les utilisant un petit peu moins vite au détriment d'un autre substrat, eh bien je peux espérer avoir de ces réserves un peu plus longtemps et donc pouvoir tenir la distance un petit peu plus longtemps. Je dis ça puisque le niveau de glycogène musculaire est également depuis très longtemps décrit comme étant relié aussi à des phénomènes comme la sensation de fatigue, comme l'incapacité à poursuivre un effort à une intensité donnée. Donc tout ça va de pair avec justement cette utilisation croisée des glucides et des lipides. Puis dans les effets hommes-femmes avec l'entraînement, il y a aussi des questions nouvelles qui apparaissent là maintenant, notamment essayer de mieux comprendre le rôle du sexe ou du genre, selon comment on prend la question, entre l'utilisation des glucides et des lipides. Alors, on peut mettre de côté les hormones, puisqu'on sait que beaucoup de ces filières métaboliques ou d'intervenants dans ces filières métaboliques dépendent des hormones œstrogènes, progestérone ou testostérone chez les garçons. Mais il y a des nouveaux travaux qui essaient de s'intéresser également à d'autres aspects des différences qui sont plutôt basés sur ce qu'on appellera l'épigénétique, c'est-à-dire l'impact que peut avoir l'environnement et également l'histoire personnelle d'un athlète sur sa façon d'utiliser ces substrats-là. Donc je pense qu'avec ce nouveau champ de recherche qui s'ouvre, peut-être qu'on en connaîtra un petit peu plus sur ce qui fait les différences entre hommes et femmes, mis à part les productions hormonales dont on vient de parler. Si je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit, tu disais qu'à l'effort, le glycogène musculaire va être utilisé et la diminution de ce glycogène peut amener une sensation de fatigue. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, où on ne s'alimente pas assez, où on ne peut pas s'alimenter en fonction de la durée de l'effort, ou si on a des troubles gastriques, etc. Donc en fait, dans le cas où on n'arrive plus à amener suffisamment de glucides, par exemple, exogènes, on va avoir tendance à utiliser les glucides qui sont stockés dans nos muscles ou dans le foie et amener de la fatigue. Et là, si on est meilleur à la lipolyse, ça peut peut-être limiter un peu ce phénomène. C'est l'effet qui est recherché effectivement quand on prend des glucides exogènes ou quand on s'entraîne dans le but d'optimiser un petit peu notre mix énergétique, comme je l'ai appelé tout à l'heure, de faire en sorte qu'on puisse économiser nos glucides le mieux possible. Il y a des travaux qui montrent que prendre des glucides exogènes pendant un effort ne ralentit pas forcément l'utilisation du glycogène musculaire, mais par contre, ça va diminuer le recours à une autre source de glucides qui est le glycogène hépatique. Donc, ça va pas tellement impacter la vitesse d'élimination du glycogène musculaire, ça va plutôt être en complément. Ce qui va permettre d'améliorer vraiment le rôle prépondérant des glucides, c'est justement ce qu'on vient d'évoquer, le rôle de l'entraînement. Prendre du glucide exogène, à mon avis, ne fonctionnera jamais aussi bien que si, en plus, la personne est entraînée en endurance, c'est-à-dire à optimiser dans le cadre de sa préparation, non seulement sa technique de course, tout ce qui concerne l'efficacité cardio-respiratoire, mais également, parmi les effets d'entraînement, il y aura aussi les effets sur les voies métaboliques musculaires. Donc, prendre des glucides exogènes va être positif, mais il ne faut pas oublier que, je pense, la première des modifications importantes dont va bénéficier l'athlète, ça va être les effets de l'entraînement par lui-même. Prendre des glucides exogènes, c'est bien. Ça doit être fait assez vite après le début de l'épreuve, parce que si on consomme trop vite nos glycogènes musculaires, je pense qu'apporter du glucose exogène, si ça arrive trop tard, on aura déjà peut-être utilisé une grosse part du glycogène musculaire et donc déjà mis en place peut-être ces différents signaux qui font penser à l'apparition de la fatigue musculaire. Donc c'est pour ça que la problématique de prendre du glucide au cours d'un effort, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de commencer à s'approvisionner. Cet approvisionnement en plus ou cet apport en cours d'effort doit être régulier puisque l'organisme a lui-même une capacité d'absorption limitée.
on est capable d'absorber un certain rythme, on a un certain débit d'absorption des glucides au niveau intestinal, qui lui aussi va conditionner la mise à disposition pour les organes qui en auront besoin, tels que le muscle. Donc, si j'ai besoin, j'allais dire, de, je sais pas, sur une heure, 120 grammes de glucides, eh bien, mon intestin, chez la plupart des gens, est incapable d'absorber cette quantité-là par heure, parce qu'il y a un débit maximal d'absorption. Et c'est ce que certains essaient de modifier avec ce qu'on peut appeler le gut training, c'est-à-dire on essaie d'améliorer la capacité de l'organisme, notamment du tube digestif, à absorber davantage de glucides par rapport à la normale, pour qu'en cas de prise et au cours d'un effort, eh bien, l'assimilation soit plus rapide et peut-être plus importante. Oui, je te rejoins tout à fait là-dessus que justement ce gut training il est super important pour pouvoir absorber tous ces glucides et pas générer de troubles gastriques à l'effort, ce qui limiterait aussi fortement la performance. Si je me permets aussi de revenir sur un point précédent, c'est est-ce que sur des athlètes élites ou de bon niveau, entre hommes et femmes, on voit du coup des différences sur ces utilisations des substrats? Est-ce que ça se lisse un petit peu, ça devient plus homogène, les différences? Oui, les différences, moi je dirais, se lissent un petit peu, en dépit des différences structurelles des individus. On sait que chez les femmes, il y a un petit peu plus d'enzymes de la bêta-oxydation, donc on pourrait penser que l'utilisation des lipides sera favorisée, ce qui reste le cas, mais dans un contexte d'effort soutenu, chez quelqu'un qui est entraîné, je pense que les différences se gomment assez nettement. Chez les hommes, par contre, on sait que c'est plutôt tout ce qui concerne la filière d'utilisation des glucides qui est plus performante, ou en tout cas avec des enzymes, des intermédiaires qui sont plus importants que chez les femmes. Mais encore une fois, cet avantage structurel lié à l'équipement qu'on possède dans nos muscles, je pense, est gommé par l'effet d'entraînement et surtout aussi par cette balance entre la durée d'effort nécessaire et l'intensité. Donc pour moi, actuellement, je ne vois pas vraiment de différence liée au substrat énergétique entre hommes et femmes. Les différences qui vont persister entre hommes et femmes sur la performance seront aussi liées au gabarit, à la notion de puissance musculaire développée aussi pendant ces efforts-là, parce qu'on sait très bien que les morphologies sont différentes, même si je connais des hommes à qui certaines femmes mettraient largement une pâtée, hein, il n'y a pas pour dire ça comme ça, donc voilà, mais de façon globale, je pense que les différences sont malgré tout assez atténuées et peut-être que le fonctionnement métabolique n'est pas si différent entre hommes et femmes, finalement. Je me permets aussi de rebondir sur un point que tu as soulevé tout à l'heure. Ça m'a fait venir une question. Tu parlais de l'utilisation du glycogène musculaire à l'effort et je me demandais si tu penses que c'est intéressant, par exemple, les jours qui précèdent notamment une course, de manger plus de glucides pour favoriser ce stockage des glucides, notamment au niveau musculaire, en prévision d'un effort prolongé et soutenu. Alors c'est vrai que ça, c'est une vraie stratégie qui a d'ailleurs été bien expérimentée dans les années assez anciennes, hein, et je pense que même on pourrait presque dire que la physiologie de l'exercice est née avec les premières expériences qui ont essayé de voir si on pouvait manipuler ce contenu en glycogène musculaire. Alors certains auront peut-être cette notion de régime dissocié ou régime scandinave à une certaine époque. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être encore utilisé. On sait très bien que nos capacités de stockage de glycogène musculaire vont dépendre de l'apport en glucides dans l'alimentation. Et il y a des stratégies. On sait que si pendant quelques jours avant une épreuve importante, je diminue un petit peu mon apport de glucides dans mon alimentation pendant 2-3 jours, puis ensuite je les réintroduis 2-3 jours avant la course importante que je dois réaliser, eh bien, il y a comme un effet rebond qui fait que le stockage du glycogène va à nouveau être augmenté parce que pendant quelques jours précédents, ce réapprovisionnement en glucides, je l'ai un petit peu mis en sommeil. Donc, il y a une manipulation comme ça qui est possible en faisant un peu de dissociation. Et l'autre stratégie pour augmenter le stockage de glycogène, ça peut être d'augmenter les apports de glucides dans l'alimentation, déjà rien que ça. Alors, on a tous peut-être en tête l'image de sportifs qui font des efforts d'endurance, qui, la veille d'une épreuve, mangent les plâtés de pâtes, hein, les pasta parties, là, donc
ça repose, cette efficacité des pasta parties, si on peut les appeler comme ça repose sur cette capacité qu'a l'organisme, effectivement, de stocker un petit peu plus de réserve. C'est un petit peu comme sur un téléphone portable, vous branchez une batterie supplémentaire, vous avez plus de réserve énergétique pour tenir un peu plus longtemps. Et donc, ça peut avoir un impact réel sur la performance, effectivement, et sur l'apparition de la fatigue, qui sera quelque chose qui apparaîtra concomitamment avec la disparition des réserves énergétiques. Donc, effectivement, c'est une vraie stratégie et que certains utilisent beaucoup, beaucoup. Et on sait moi, j'ai en tête des travaux anciens, mais qui, je pense, sont toujours d'actualité, où on peut presque arriver à augmenter de 50, voire un petit peu plus, 50%, voire plus, le taux de réserve de glycogène en pratiquant cette dissociation nutritionnelle qui n'est pas sans risque, surtout si elle se répète assez régulièrement, puisque quand on fait une alimentation assez dissociée comme ça, on peut créer des carences en parallèle. Et jusqu'à preuve du contraire, tous les nutriments sont importants pour le bon fonctionnement de l'organisme. Également, toutes les vitamines, tous les minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, si pendant quelques jours, je diminue un petit peu les apports protéiques ou les apports de, on va dire, minéraux, végétaux liés à l'approvisionnement en végétaux, en légumes frais, etc., à la longue, par la répétition, je pense que ça peut avoir des conséquences assez négatives sur l'organisme. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait tester cet effet stockage stimulé par l'approvisionnement, l'apport en glucides nutritionnels, je dirais que ça, il faudrait le réserver à une situation où, par exemple, j'ai été un petit peu malade quelques jours ou quelques semaines avant une course importante, donc je pense que j'ai pas eu ma préparation idéale et peut-être que je peux compenser un petit manque du côté de ma préparation par ce complément un petit peu, on va dire, nutritionnel en parallèle. Ok, donc ça reste quand même quelque chose qui doit être exceptionnel et pas le faire régulièrement pour chaque sortie, entre guillemets. C'est vraiment pour un gros objectif. Je ne recommanderais pas la dissociation comme ça, là, telle qu'on vient de l'évoquer, de façon régulière. Il vaut mieux pratiquer l'approvisionnement en cours d'épreuve, donc grignoter régulièrement pendant qu'on est en train de faire son effort, plutôt que de chercher à tout prix à augmenter les réserves de départ avec ce risque justement de carence qui peut se présenter si on fait ça trop souvent sur une carrière entière d'un athlète. Ça peut, je pense, apporter plus de dommages à long terme, à très long terme, que d'effets bénéfiques. Ok. Et donc, peut-être que si quelqu'un veut essayer aussi de le faire de manière modérée, c'est-à-dire pas couper tous les glucides pendant 3 jours ou une semaine et après en réintroduire, mais peut-être diminuer un petit peu et augmenter un petit peu sur la deuxième partie de... Oui, et puis je pense surtout que déjà commencer par augmenter les apports en glucides simplement, sans savoir forcément essayer de faire une privation préalable. Je pense que rien que ça, déjà, ça peut aussi améliorer un peu les choses, parce que faut penser qu'on est quand même sur des individus qui vont s'entraîner régulièrement, donc qui déjà, avec l'entraînement, ont acquis, c'est un des effets de l'entraînement également, plutôt en endurance, ont acquis cette meilleure faculté à stocker au niveau hépatique et musculaire leurs glucides. Donc, c'est un des effets de l'entraînement qui a été rapporté. Et on est capable, on devient plus efficace dans le stockage des réserves glucidiques avec l'entraînement en endurance, à la fois au niveau musculaire et hépatique. Eh bien, merci encore pour ces précisions. C'est super intéressant de savoir que voilà, certaines méthodes peuvent être utilisées, mais avec parcimonie et pas en abuser. Si on revient un petit peu sur ces différences hommes-femmes, qui est un peu la thématique là, de cette série, ce qu'on vient de voir aujourd'hui sur les différences d'oxydation des lipides, d'utilisation des glucides, qu'est-ce que ça implique pour les femmes? Et finalement, est-ce qu'il y a des choses différentes à faire pour les femmes par rapport aux hommes, ou finalement, c'est pas parce qu'il y a des différences d'utilisation des lipides qu'on doit utiliser, par exemple, les glucides différemment à l'effort, etc. Alors, je ne vais pas te cacher, j'avais un petit peu fait mes devoirs avant de faire cet entretien, et il y a un groupe d'études qui m'ont un peu interpellé. Il y a une étude qui a été faite sur des hommes où on leur a apporté des suppléments en œstradiol pour un petit peu mimer ce qui se passait chez les femmes, pour voir un petit peu l'impact réel des hormones œstrogéniques sur ce fameux fonctionnement métabolique. Et ils s'aperçoivent que quand ils donnent à des hommes
des compléments œstrogéniques pour se rapprocher un petit peu plus de l'imprégnation hormonale féminine, eh bien, les effets sur la mobilisation des substrats deviennent pratiquement identiques à ce qu'on observe chez les femmes. Donc, il y a vraiment un renforcement concernant l'impact significatif de ces œstradiols sur la mobilisation des substrats énergétiques. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'était, je pense, j'ai pas eu le temps de trop creuser, mais je pense que c'était sur des sujets tout venant, sédentaires, modérément actifs et pas forcément très entraînés. Ça, c'est la première question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on prend maintenant des gens entraînés? Est-ce que l'effet hormonal l'emporte sur les effets de l'entraînement? Ça, c'est une question que moi, je trouve intéressante. Et la deuxième question, c'est en quoi l'usage d'une contraception peut aussi impacter ça, puisque toutes les contraceptions ne sont pas identiques. Il y en a certaines qui vont niveler les variations hormonales, et donc peut-être que là, il y a probablement, je mets des forts guillemets, des gros guillemets, il y a probablement un effet peut-être plus proche de ce qui se passe chez l'homme, puisqu'on va avoir moins de variations hormonales que chez une femme qui prend une contraception qui, malgré tout, est associée au maintien des menstruations et donc avec des variations hormonales aussi. Donc, je pense que là, il y a des choses aussi peut-être à regarder sur quelle est la contraception utilisée pour celles qui en ont une par rapport à ces enjeux de mobilisation des substrats énergétiques. C'est une question que je me posais et qu'on va aborder, je l'espère, dans le prochain épisode avec justement des chercheuses qui travaillent sur le cycle aussi menstruel. Et du coup, j'espérais aussi pouvoir poser cette question de la contraception parce que c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses au niveau hormonal. Et s'il y a des effets du cycle, il y aura, j'imagine, des effets de la contraception sur ce cycle et sur les conséquences. Oui, alors je ne suis pas du tout compétent dans ce domaine-là. Et donc, je pense que par contre, c'est une question vraiment très pertinente. Eh ben, j'espère qu'on aura une réponse super intéressante à ce propos là-dessus prochainement. Et peut-être un peu pour terminer cet épisode, est-ce que on peut conseiller du coup aux femmes de compter un peu sur leurs lipides ou au contraire d'utiliser comme les hommes les glucides à l'effort et finalement qu'est-ce que cette différence au niveau de l'oxydation des lipides peut leur permettre en plus? Est-ce que par exemple ça va amener une meilleure résistance à la fatigue sur des efforts prolongés? Je pense que leur petit avantage au niveau de l'utilisation des lipides leur donne effectivement cet effet-là sur la sensation de fatigue. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui commencent à bien rapporter le fait que sur les efforts d'endurance, les femmes auraient un petit avantage sur ce plan-là. Donc, on a dit tout à l'heure que si l'intensité est suffisamment basse et la distance ou le temps de travail est suffisamment important, les différences se gomment entre hommes et femmes, mais elles gardent quand même cet avantage à mieux utiliser leurs lipides. Donc, ça veut dire que, quelque part, elles ont la capacité à économiser un petit peu plus leurs glucides. Mais c'est à mettre en balance avec un coût énergétique qui est peut-être moins favorable pour les femmes que pour les hommes. Alors là, je parle pour les gens qui vont être pas faire partie de l'élite, mais qui vont être très entraînés, mais sans avoir vraiment travaillé cet aspect lié à l'économie de course spécifiquement. Et donc, je pense que là, l'avantage procuré par une meilleure utilisation des lipides chez les femmes, avec plus de capacité à faire de la bêta-oxydation, plus de stockage également dans notamment les réserves musculaires, peut leur donner un petit avantage par rapport aux garçons. Néanmoins, il restera toujours la différence due à la puissance et à la vitesse qui fait que malgré tous ces petits avantages qu'on pourrait trouver chez les femmes, elles auront toujours les mêmes difficultés à arriver en tête parce que le travail musculaire, la puissance musculaire reste malgré tout largement en faveur des hommes sur la plupart des types d'efforts que l'on peut réaliser. Et plus les efforts sont courts et intenses, plus il y a une faveur envers les hommes. Ça, c'est effectivement vrai. Si l'effort est très intense et beaucoup plus court, donc là, on passe plutôt sur des intensités qui vont essentiellement reposer sur l'utilisation des glucides, pratiquement de façon majoritaire. Là, les femmes auront toujours ce désavantage parce que les efforts sur cette discipline ou ces distances courtes
vont davantage reposer sur la notion de masse musculaire, de puissance musculaire, et l'aspect énergétique sera peut-être moins primordial dans ces disciplines-là. Je vais prendre un exemple. On dit souvent, on l'a dit encore aujourd'hui ensemble, que le contenu en glycogène musculaire peut être associé à la notion de fatigue. Ça va être vrai pour un effort qui va durer quelques dizaines de minutes, voire plus. Si on fait un effort type un 400 mètres, un 800 mètres, un 1500 mètres, à la fin, moi, je peux vous garantir que je suis fatigué après un 400 mètres. J'ai pas envie de recommencer tout de suite, mais je pourrais pas incriminer le manque de glycogène musculaire pour expliquer ma fatigue sur 400 mètres, parce que même si j'en utilisais beaucoup au cours de ce 400 mètres, ça dure relativement peu de temps. J'ai pas le temps d'épuiser mes réserves de glycogène musculaire. Donc, cette problématique liée au substrat énergétique va être beaucoup moins avantageuse chez les femmes pour des efforts plus courts et plus intenses. Merci encore pour cet éclaircissement. Est-ce qu'on a un peu des idées de combien de temps on peut mettre pour diminuer assez le glycogène musculaire pour ressentir un peu ces effets de fatigue ? Tout dépendra aussi de l'intensité, mais pour diminuer le contenu en glycogène musculaire de façon significative, ou j'allais dire même presque vider nos réserves musculaires, il faut pratiquer un effort d'intensité relativement élevé. Donc tout à l'heure, on a cité 65%, 70% de VO2 max. C'est un petit peu les intensités qu'il faut viser, parce qu'il faut une intensité suffisamment élevée, mais qu'on soit capable de tenir pendant une durée suffisamment longue. Et je pense qu'aux alentours de 65-70% de VO2 max, il nous faut à peu près 1h30, entre 1 heure et 1h30 pour avoir vraiment diminué nos réserves de glycogène musculaire de façon significative. Donc c'est intéressant d'avoir un peu cette durée en tête, de se dire, sur des efforts en tout cas de cette durée, c'est essentiel aussi d'apporter de l'alimentation pour pouvoir tenir l'effort à une intensité soutenue. Alors oui, même je dirais, il ne faut pas attendre 1 heure ou 1h30 avant de se réapprovisionner si on fait un effort qui va durer plus longtemps, parce qu'on peut considérer que si je dois faire un effort qui va durer 5-6 heures, si j'attends 1h30 avant de me réapprovisionner, j'aurai déjà épuisé mes réserves, et peut-être que là, j'aurai déjà la notion de fatigue qui va apparaître. Donc, voilà. Mais je pense qu'on est à peu près prévu pour tenir sans besoin exogène pendant entre 1 heure et 1h30. Tout dépendra de votre intensité tenable, soutenable, et puis de la qualité de la mise en réserve qui a été préalable. Comme on l'a dit précédemment, avec du coup ce glycogène musculaire qui va avoir son importance. Il aura son rôle primordial, effectivement. S'il y avait quelque chose vraiment à retenir un peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a un point qui te paraît essentiel à garder à l'esprit pour les auditeurs ? Eh bien, que les femmes ont un avantage sur l'utilisation des lipides, donc elles vont peut-être avoir une résistance à la fatigue un petit peu supérieure, qui leur permet de limiter les écarts avec les garçons. Je pense que c'est ça qui serait à retenir dans un premier temps. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'en fonction du cycle, les ressentis et la vitesse d'utilisation des réserves énergétiques ne va pas être la même chez les femmes. Donc ça aussi, puisque c'est extrêmement dépendant des hormones. Et donc là, je ne dis pas qu'il faut viser les courses qui correspondent à tel ou tel moment du cycle, mais ça peut avoir un impact important. Et puis, à retenir aussi, c'est que chez des profils entraînés, ces effets se gomment un petit peu. Et la dernière notion, je dirais que si on est sur des épreuves de longue durée, les écarts hommes et femmes vont se réduire d'un point de vue métabolique. Je ne dis pas d'un point de vue performance, puisque la performance ne dépend pas que du métabolisme. Mais si dans un monde parfait, et moi je milite pour ça, la performance ne dépendait que du métabolisme, eh bien peut-être que les femmes se rapprocheraient beaucoup plus des hommes qu'actuellement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans un monde parfait. La performance ne dépend pas uniquement de nos filières métaboliques. Ce qui, pour moi, chercheur en bioénergétique, est un peu dommage. Oui, qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent appuyer beaucoup sur la performance. Comme tu l'as dit, la composition corporelle, la force, le poids, rien que ça joue aussi. Le taux de masse grasse chez les femmes qui n'est pas forcément favorable. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, Hervé, pour tous tes éclaircissements sur le sujet. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Margot. Et de même, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve que c'est très intéressant et ça donne envie aussi d'aller creuser un peu plus le sujet, comme tu le dis, sur le cycle, sur la contraception. Il y a beaucoup de choses
à découvrir. Moi, je dirais pour terminer que j'enseigne aux étudiants de l'UFR STAPS à Grenoble, notamment dans la filière entraînement. Et avec les années, j'ai jamais rencontré de personnes qui lisent autant sur la nutrition que ceux qui se spécialisent dans l'endurance et l'ultra-endurance. Alors, attention à vos lectures. Il y a des travaux qui sont intéressants, mais ne croyez pas tout ce qui s'écrit parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nécessitent de réfléchir un petit peu à comment les filières énergétiques sont construites, sont structurées, parce que tout ce qui tourne autour de la littérature et des stratégies nutritionnelles n'est pas à prendre à la légère, malgré tout. Est-ce que tu aurais peut-être des lectures à conseiller pour comprendre un peu les filières énergétiques parce que c'est quand même des choses un peu complexes. Pour les filières énergétiques, il y a n'importe quel, je dirais, livre de physiologie de l'exercice est une très bonne approche. Alors, il faut aimer lire le papier, mais après, on trouve aussi sur Internet d'excellents podcasts sur la structuration, l'enchaînement des filières énergétiques. Et sans faire notre publicité, mais on en a produit un avec quelques collègues de l'UFR STAPS. Il est disponible sur le site de l'UNS, l'Université numérique en sciences du sport, UNESS.fr. Il y a des ressources pédagogiques en accès libre, dont une petite application interactive qui vous permet de faire un petit peu les révisions sur ces différentes filières énergétiques. On peut jouer avec les intensités d'effort, le pourcentage des glucides et des lipides utilisés. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce domaine-là, vous pouvez commencer par manipuler cette petite appli pour vous familiariser avec les termes et ensuite creuser, améliorer vos connaissances en allant chercher des travaux un peu plus scientifiques, un peu plus poussés. Je te propose qu'on mette ce lien dans la description de l'épisode, comme ça facilitera l'accès à cet outil que vous avez mis en place. Avec plaisir. C'est super, je pense que c'est un bon outil interactif et j'irai essayer aussi avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci à toi Margot, et puis j'espère que ça aura intéressé les auditeurs qui regarderont ou qui écouteront ce podcast. Ça, j'en doute pas une seconde. Merci à tous. Merci. C'est tout pour cet épisode consacré à l'utilisation des lipides à l'effort et aux différences entre femmes et hommes. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des éléments de compréhension sur ce sujet. À bientôt, c'était Margot pour Courir Mieux.